Mesdames et messieurs, chers consoeurs, chers confrères, monsieur le président du SNAPO, monsieur le président de l'UNOP, chers amis, je voudrais tout d'abord remercier le CIFAL pour cette invitation et féliciter Yassine Loubert qui, année après année, fait du CIFAL le salon de référence aujourd'hui de la pharmacie en Algérie. Alors ma communication portera, je l'appelle la pharmacie à la croisée des chemins, mais elle est plutôt axée sur l'acte pharmaceutique, l'officine, le conseil en pharmacie, l'éducation thérapeutique. Toutes ces nouvelles missions qu'on donne aux pharmaciens d'officine qui essayent d'élargir ces missions dans le cadre de son exercice. Comment ça va ? On va commencer par une définition et rappeler que l'acte pharmaceutique, malgré la profondeur de sa déontologie, son importance sociale et sanitaire, puisqu'on connaît son rôle, sa proximité et son maillage géographique, je rappelle que même si les pharmaciens d'officine sont 5-6 fois moins nombreux que les médecins spécialistes, on trouve des pharmacies sur l'ensemble du territoire national. Alors que les médecins spécialistes, on les retrouvera que dans les grands centres urbains. C'est grâce à la répartition géographique, l'arrêté qui stipule que l'installation de l'officine dépend d'un ratio qui est recommandé par l'OMS d'une pharmacie pour 5000 habitants. Ce ratio n'est pas là pour protéger le pharmacien, mais protéger la santé publique et permettre un maillage et permettre une meilleure accessibilité de l'ensemble de la population aux médicaments. D'ailleurs, une des propositions qui aujourd'hui est reprise à travers le monde pour l'installation des médecins spécialistes, c'est celle des pharmaciens. Il y a des résistances, mais ça répondrait à un impératif de santé publique. Malgré donc toutes ces qualités-là, les techniques de promotion du médicament, la physionomie de l'officine qui ressemble un peu à un commerce, le mode de rémunération, le fait qu'il soit payé sur une marge, le comportement aussi de certains praticiens. On est là pour ça, mais les ventes sur ordonnance, on a parlé aussi des médicaments CABA, de tous les dérives qui existent. Beaucoup d'observateurs mal informés, toujours critiques, parce qu'on reste toujours, même dans la santé, très souvent, lorsque vous êtes pharmacien, on commence tout de suite à vous faire des reproches. Alors qu'on ne voit pas, en fin de compte, tout le travail, toute la complexité de cet acte pharmaceutique. Voit mal ce qui peut justifier l'exercice libéral, personnel et monopolistique du pharmacien. Son intervention résiduelle, sa dérive commerciale, priverait le pharmacien d'une autorité scientifique. Mais nous, ce qu'on va justement démontrer, c'est que l'activité essentielle du médicament, ce n'est pas de délivrer, c'est de dispenser un médicament. Et c'est ça qui fait toute la différence. Suivante, s'il vous plaît, parce que j'arrive pas avec... Ah, voilà. Non, voilà. Effectivement, à l'occasion de la délivrance des médicaments ou de tout autre produit dispensé au public, le pharmacien engage sa responsabilité. Et elle est multiple. Elle est civile, pénale et disciplinaire. Dans le civil, il y a le commercial aussi. Il y a toutes les dispositions pénales, elles sont très nombreuses dans la santé publique. Et aussi disciplinaire à travers le Conseil de l'ordre ou même les sanctions qui peuvent être faites par l'administration dans le cadre de la garde ou d'autres problématiques. Et ça, c'est dans ce simple geste de remettre un médicament, il engage toutes ces responsabilités-là. Dans le cas d'une prescription médicale, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance, le médecin, en tant que spécialiste du médicament, doit valider, mettre en éducation le malade, le traitement et la pathologie. L'objectif visé est celle d'une optimisation thérapeutique. Dans notre code déontologie, on a un article qui est très clair, qui stipule que le pharmacien doit faire une analyse de la prescription, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, visant à éliminer toute erreur éventuelle de posologie, de contre-indication ou d'interférence médicamenteuse, passée inaperçue, et en aviser si nécessaire le prescripteur qui modifiera sa prescription. Si cette dernière n'est pas modifiée, elle ne peut être honorée que si le prescripteur le confirme par écrit. En cas de désaccord et si le juge nécessaire, il doit se refuser à le faire et en aviser la section ordinale régionale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, ce n'est pas parce que le pharmacien a une ordonnance qu'il ne fait que délivrer le médicament. Il engage sa responsabilité à travers sa formation et s'il estime que cette prescription ne répond pas aux standards mis en place par la santé et que même les arguments du médecin n'arrivent pas à le convaincre, il peut refuser la prescription. Pourquoi? Parce que cette ordonnance n'engage pas que la responsabilité du médecin, elle engage aussi la responsabilité du pharmacien. En cas d'erreur de posologie, ou en cas de surdosage, ou d'interaction médicamenteuse, ou de contre-indication, il est co-responsable avec le médecin.
Et c'est pour cela qu'il y a des pharmaciens qui font aujourd'hui sont des doctorats en pharmacie de Bac plus 6 qui sont là dans les officines pour dispenser le médicament. Il ne s'agit en aucun cas d'un geste commercial. Donc on peut démontrer que la dispensation désigne par essence un processus autonome d'analyse et de décision dont le pharmacien porte la responsabilité scientifique et juridique originale, personnelle et irréductible face aux médecins et aux malades. Effectivement, dans la dispensation, il y a le devoir d'analyser et le pouvoir de décider. Le devoir d'analyser, c'est un acte invisible. Il n'y a pas d'écrit. Effectivement, il y a l'analyse réglementaire de la demande. Alors bon, c'est un process qui, quelque part, a été remis à l'ordre du jour et a été détaillé à travers les conventions. Parce qu'il y a non seulement l'analyse réglementaire de la demande, c'est-à-dire de voir si l'ordonnance répond à tous les principes qu'il doit y avoir sur une ordonnance pour pouvoir la délivrer. Que ce soit l'âge du malade, enfin, nos confrères pharmaciens d'officine savent que s'ils ne font pas cette analyse réglementaire correcte de la demande, ils peuvent même subir un rejet de l'ordonnance. Il y a l'analyse pharmacologique, effectivement, la détection d'éventuelles interactions médicamenteuses, les assurances des conseillers, etc. L'analyse, enfin, économique de la demande. Effectivement, en Algérie, on a dans l'article 145 et 144, le pharmacien a le droit de substituer une spécialité pharmaceutique par une autre essentiellement similaire, sous réserve des dispositions qu'on a vues de l'analyse pharmacologique, sans changer la forme et le dosage. Alors je rappelle que cette substitution en Algérie, elle est totale. Elle est totale dans le sens, elle a d'abord été mise en place bien avant le système français, et je rappelle pour nos confrères qui sont un peu plus jeunes que nous, que dans les années 90, lorsque ce décret est apparu, nos bons de commande, on les remplissait en DCI. On ne connaissait pas l'origine des produits. On écrivait diclofenac, on ne savait pas si c'était celui de Sibagégi à l'époque, ou celui de Pierre Fabre, ou la Melhand, ou l'Allemagne de l'Est. On recevait, on travaillait qu'en DCI. Ce qui faisait qu'à l'époque, il était impossible de ne pas mettre en place la substitution. Donc, quand le décret portant code déontologie médicale a été mis en place, la substitution, elle n'a pas été faite dans le but de faire une promotion du générique, mais dans le fait de valider justement la compétence du pharmacien qui ne travaillait que sur DCI, tout à fait naturellement. Et si on veut, dans les années 90, à ce niveau-là, nous étions quelque part en pointe de ce qui devrait se faire, parce qu'on travaillait comme dans le système hospitalier, en DCI. Ce rôle économique, en Algérie, il est aussi doublé, au-delà de cette substitution-là, il est rémunéré. Et là, c'est un nouveau mode de rémunération qu'a évoqué tout à l'heure le docteur Kérard, et dont je reviendrai tout à l'heure, c'est celui de la majoration. Effectivement, le pharmacien, lorsqu'il substitue un médicament par un autre qui est au tarif de référence et qui est produit localement, bénéficie d'une majoration donnée par la sécurité sociale. Son acte pharmaceutique, déjà en Algérie, l'acte pharmaceutique a une double rémunération. Il y a la marge, et l'acte est déjà valorisé aussi par une majoration. Ça aussi, c'était une avancée considérable. Nos confrères du syndicat avaient, dans leurs travaux avec la Sécurité sociale et le ministère du Travail, avaient fait une avancée considérable et dont nos voisins étaient réellement jaloux, dans le sens où l'Algérie avait compris que le pharmacien pouvait jouer un rôle réel dans la substitution au profit du développement de la production nationale et aussi pour compenser les différentes baisses de prix qui étaient subies justement à travers le tarif de référence. Je reviendrai sur ces aspects-là parce qu'ils sont importants et ils sont déterminants pour l'évolution de l'exercice de la pharmacie en Algérie actuellement. Bon, le pouvoir décider, on a dit, c'est toutes les responsabilités qui sont engagées à ce titre. La médication. Parce que là, on va arriver, je vais introduire la notion, parce qu'on m'a demandé de le faire, de parler du conseil, du médicament conseil. Parce qu'actuellement, effectivement, lorsqu'on prend la problématique de la pharmacie en Algérie, on voit qu'il y a deux axes fondamentaux pour développer l'officine. C'est celui de développer le conseil et celui aussi de développer l'éducation thérapeutique. C'est les deux axes fondamentaux qui peuvent demain aider le pharmacien à mieux d'abord asseoir son autorité sanitaire par rapport
aux pathologies et aux malades qu'il prend en charge, effectivement, puisque à travers le conseil, il devient le premier maillon de la chaîne de soins, et l'éducation thérapeutique qui lui permet aussi, sur recommandation de l'OMS, d'accompagner aujourd'hui avec la transition épidémiologique l'ensemble des pathologies chroniques qui se développent et qui explosent à travers le monde. Donc on a trois types de médication. Alors ça c'est la définition, il y a différentes définitions. L'industrie pharmaceutique par exemple, ils vont promouvoir l'automédication. L'Académie de pharmacie et les pharmaciens généralement et les ordres sont contre l'automédication. Pourquoi? Parce que nous estimons que le conseil en pharmacie doit toujours passer par un pharmacien. On ne veut pas aller vers l'OTC, c'est-à-dire vers le médicament qui est pris directement par le malade. Il y a des médicaments à non-prescription obligatoire, il y a des médicaments à prescription obligatoire. Les médicaments à non-prescription obligatoire peuvent être remis pour le pharmacien pour prendre en charge un certain nombre de symptômes qu'on va voir. Donc il y a l'automédication, qui est celle du consommateur, qui peut être responsable dans certains pays, on le voit, qui a été développé. Il est fait par le patient. Il y a la médication médicale, c'est l'ordonnance, c'est celle qui est faite par l'ordonnance. Et il y a la médication officinale, qui avait été, c'est un concept qui avait été proposé il y a une quinzaine d'années, par Johanny Vessette, qui était président de l'Académie française de pharmacie. C'est un grand monsieur qui était venu nous le présenter, pour ceux qui étaient là à l'époque, au premier RIPA. Et cette médication officinale, justement, fait l'objet, c'est un peu tout ce qu'on doit mettre en place pour développer le conseil. Comment elle a été définie? Comme l'expression générique pour l'ensemble des moyens médicamenteux ou autres à prescription facultative proposés par le pharmacien d'officine à des patients venus faire à sa compétence spécifique. Ça, c'est large. La compétence spécifique du pharmacien en matière de médication officinale consiste à traiter directement les pathologies bénignes. On parle de bobologie, bien sûr, parce que lorsqu'on parle de médicaments conseils, très souvent, les premières personnes à réagir, et des fois à réagir négativement, ce sont nos confrères médecins qui vont vous dire, écoutez, vous n'avez pas fait des études pour prendre en charge, vous, c'est le médicament, ce n'est pas les maladies. Mais justement, bien au contraire, on va le démontrer, que bien sûr, avec une formation initiale adaptée, où il y a plus de sémiologie, une formation continue aussi, déjà à travers l'arsenal de l'ensemble des produits à non-prescription obligatoire, ça permet à la fois de valoriser l'acte pharmaceutique, mais ça permet aussi de valoriser l'acte médical. Parce qu'effectivement, lorsque vous donnez un statut aux produits conseils, et que ceux-ci, c'est les seuls qui peuvent être visibles au niveau de l'officine, et que le pharmacien distingue réellement les médicaments à non-prescription obligatoire des médicaments à prescription obligatoire, en ayant en plus un intérêt particulier à vendre les médicaments à non-prescription obligatoire, des marges plus élevées pour l'industrie et pour l'officine, etc. Ça permet quoi? Ça permet de ne plus qu'il n'y ait plus cette confusion de délivrer des produits qui doivent être à prescription obligatoire, vendus sans ordonnance. La limite devient très claire. Et vous le voyez très bien, quand vous allez dans des pharmacies en Europe, vous ne verrez en front et en facing que les médicaments conseils, les médicaments à non-prescription obligatoire. Or, chez nous, le fait que même si dans la réglementation on l'évoque, mais qu'il n'y a jamais eu d'arrêté ministériel pour les lister, les valoriser, les mettre en place, et ça apporte des listes par DCI, ça peut être des listes par pathologie. Il y a différents niveaux d'analyse par rapport à cette problématique. Le fait que ça n'a pas été mis en place, ça crée cette confusion malsaine qui engendre des problématiques de santé publique importantes. Si on devait faire le lien entre le médicament conseil et l'antibiorésistance, vous verrez qu'il y a un lien dans nos pays. Effectivement, s'il y avait toute une gamme de produits pour prendre en charge toutes les pathologies autour du rhume et de toutes les problématiques qui viennent avec les refroidissements, etc., et que c'était bien développé, et avec tout un arsenal et une série de produits, les malades auraient confiance et seraient pris en charge par ces produits-là. Mais là, très souvent, malheureusement, ils vont vers l'antibiothérapie sans prescription, ou même avec prescription. Ils vont sur l'antibiothérapie, les corticoïdes, etc. La conjoncture actuelle, justement, l'industrialisation du médicament, on l'a vu en Algérie, la transition épidémiologique, j'en ai parlé, la prise en charge des populations par la sécurité sociale. Alors il faut savoir que le médicament, je ne vais pas faire l'avocat du diable, mais c'est un non-sens. Le chapitre médicaments aujourd'hui représente 70% des dépenses de la sécurité sociale. C'est affolant.
Est-ce que c'est beaucoup? Lorsqu'on voit les chiffres de consommation par habitant, non. Mais pourquoi c'est 70%? C'est pas parce qu'on consomme trop de médicaments, c'est parce que la sécurité sociale n'est pas assez financée. On est en train de confondre deux choses. On nous annonce ce chiffre de 60 ou 70% de l'enveloppe de la sécurité sociale qui prend en charge le volet médicaments, en disant c'est beaucoup, en nous culpabilisant. Alors que lorsqu'on effectivement on fait des analyses et on voit les tableaux qui sont faits par IMS de chiffre d'affaires développés par l'officine ou de consommation pour habitant, on voit qu'on est réellement dans les tranches les plus basses de consommation à travers le monde. On est très loin de la consommation des pays du sud de l'Europe. Il y a des pays voisins qui ne sont pas très loin de nous en n'ayant pas un système de sécurité sociale généralisé. Donc le problème, ce n'est pas le volume de la dépense, c'est le financement de la sécurité sociale qui reste à amender, à changer. Pourquoi? Parce qu'elle est restée sur un système qui était basé que sur la cotisation et qui n'était pas encore assis sur l'impôt, comme l'ont fait les pays du nord de l'Europe, ou même depuis un certain nombre d'années, simplement en France. Lorsque vous entendez, pour ceux qui suivent un peu l'actualité politique en France, ils parlaient du relèvement de la CSG. C'est quoi la CSG? C'est la contribution sociale généralisée. C'est un impôt qui touche tous les revenus. Pas simplement les revenus du travail, mais les revenus du capital, les revenus financiers, les revenus fonciers, ça touche tout. Et la CSG rapporte plus à l'État français que l'impôt sur le revenu. Il faut le savoir. Et ça leur permet d'avoir un système de sécurité sociale où le montant dépasse, toutes caisses confondues, les 500 milliards d'euros. Donc les nouvelles molécules de plus en plus chères, on en a parlé tout à l'heure, la diminution du remboursement du médicament, notamment par les pathologies bénignes. Et justement, sur ce sujet-là, il y a un débat. Parce que très souvent, la sécurité sociale dérembourse un certain nombre de produits. Pourquoi? Généralement par analogie, ce qui se fait dans d'autres pays. Ils décident que ce médicament n'aurait pas un SMR suffisamment élevé, que justement ils doivent réguler leurs dépenses et qu'ils doivent consacrer leur budget ou leur remboursement au remboursement de pathologies plus importantes avec le développement médical. C'est l'argumentaire, il est excellent, mais il n'est pas mathématique. Pourquoi il n'est pas mathématique? Parce que quand vous déremboursez un produit, si ce produit n'est plus consommé, vous ne faites pas d'économie. Pour continuer à faire des économies, il faut que les produits déremboursés continuent à être consommés. Mais ce qui se passe, c'est le contraire. Ils déremboursent des produits à 200, 300, 400 dinars et la prescription va se reporter sur des produits à 3000, 4000, 5000 dinars. Où il y a des antibiotiques, où il y a des corticoïdes. C'est mauvais pour la santé publique, c'est mauvais pour la sécurité sociale. C'est un effet complètement inverse. Comme quoi, je veux dire, dans ces problématiques, il ne faut pas qu'il y ait des approches comptables, mais il faut une approche globale. Et là, je vais juste sur l'intérêt de la sécurité sociale. Je ne parle pas de l'intérêt de l'industrie, qui a été clairement défendu par le docteur Kerrar, qui est assez clair. Conseil d'administration de Saïdal, ils sont en train d'abandonner des molécules. On nous l'a dit, on nous l'a répété. Docteur Belambri qui est là, on assistait, le directeur de la CASNOS qui en faisait partie nous disait, il y a des molécules qui vont être abandonnées parce qu'ils ne s'y retrouvent plus. Un produit à 150 dinars ou à 120 dinars dont le prix est fixe depuis 10 ans, je veux dire, on ne sait même pas où est le prix du flacon, où est le prix de la boîte, ça ne veut strictement rien dire. Alors qu'entre-temps, vous avez des compléments alimentaires qui sont à 800, 900 dinars, qui n'ont pas le même service médical rendu, dont les marges sont libres, qui rendent moins service aux malades, même si ça peut leur apporter un petit quelque chose, mais c'est une complémentation, c'est pas thérapeutique, qu'un produit qui soigne. Lui, il a marge libre, il a le droit à la publicité, etc. Donc c'est pour ça qu'il est fondamental de revoir cette problématique. Donc on s'occupera le pharmacien prend bien sûr en charge les maladies bénignes. Attendez. Alors il revient au pharmacien justement de recevoir les malportants, de les soigner par le conseil thérapeutique. Au Canada, ils appellent ça, on dit que le pharmacien devient pharmacothérapeute, je parle du pharmacien d'officine, pour le conseil, hein, on n'est pas dans l'éducation thérapeutique. Hein.
Et le pharmacien devient donc le premier, dans ce cadre-là, le premier maillon de la chaîne de soins. Alors qu'est-ce que ça veut dire aussi? C'est pas pour apeurer nos confrères médecins. Effectivement, on le dit tout à l'heure, les pharmaciens, il y en a partout. Il y a un maillage géographique. Quand vous avez un pépin, et que le pharmacien est formé pour ça aussi, hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la formation continue, la formation initiale pour ça. Vous avez un pépin, pas un pépin grave, vous allez voir votre médecin, mais vous avez quelque chose qui vous gêne, etc., vous allez voir votre pharmacien. Pourquoi? Parce que vous pouvez y accéder sans prendre de rendez-vous, le fameux adage, il suffit de pousser la porte. Vous rentrez, vous arrivez dans la pharmacie, vous posez votre problématique. En fonction des symptômes, le pharmacien vous donne un médicament sur cette pathologie bénigne. Si au bout de 48 heures ou de 24 heures, ça ne passe pas, vous allez, il vous oriente, il vous dit, au bout de 2 jours, allez voir votre médecin. Mais ça économise à la fois la consultation médicale, ça économise, vous savez, quand vous allez voir un médecin, on est tous pharmaciens, vous ne sortez pas avec une ordonnance, avec un médicament. Si quand un malade sort du médecin après une consultation, il a pris rendez-vous, il a payé, et il sort, il trouve qu'un seul médicament sur l'ordonnance, il faut 3-4 médicaments. Même si dans les 3-4, il y a un seul qui intéresse le thérapeute, le médecin. Il faut des 3-4. Mais dans le conseil, on soigne avec un médicament. Donc il y a des économies qui sont faites pour le malade, pour le médecin, et surtout, on évite d'utiliser un bazooka pour un moustique. On ne va pas donner de corticoïdes ou d'antibiotiques, des macrolides pour une angine virale, etc. Donc il faut adapter la formation initiale, introduire la sémiologie, la pharmacie clinique, la formation continue pour les pharmaciens. Ça se fait déjà, hein. Moi je discute avec les pharmaciens d'officine, il y a beaucoup de programmes qui sont mis en place, des fois en collaboration avec certains laboratoires. Nous, l'ordre, ce qu'on fait très souvent quand ces laboratoires nous sollicitent, hein, on fait une validation déontologique de la formation. C'est-à-dire on fait attention à ce que la formation ne porte pas sur les noms de produits et ne va pas n'incite pas le pharmacien à des comportements qui s'éloignent de la déontologie, qui s'éloignent du secret médical, qui s'éloignent des droits du malade. C'est fondamental. Et bon, la formation, bien sûr, est prévue par le code de déontologie chez nous. Donc, nous, ce qu'on demande, ce qui est fondamental, ce qui sera introduit dans la future loi, mais qui existe dans l'ancienne loi. Dans l'ancienne loi, dans la 1985, il y avait beaucoup de dispositions qui existaient, mais il n'y avait jamais eu de réglementation qui suivait. Il y avait déjà une disposition dans la loi qui devait fixer la liste des produits à non-prescription obligatoire. Les produits vendus sans ordonnance. Cette liste n'a jamais été mise en place. Il faudrait la mettre en place. Et valoriser ces produits-là à travers des marges plus élevées ou des marges libres ou des remises libres. Enfin, il y a différents systèmes qui peuvent être mis en place. D'abord, pour que nos produits, ça fasse un levier de croissance pour la production nationale. Ça permette aux pharmaciens d'officine de prendre en charge ça. Et justement, ça permettra à la fois à la sécurité sociale de faire des économies. Voilà. Forcément, parce que justement, les produits qui seront déremboursés, cette fois-ci, ils seront consommés. Ce ne sera pas d'autres produits plus chers qui seront consommés. Un intérêt pour la santé publique. Eh bien oui, parce que l'automédication, elle ne sera pas faite par le malade, il dit le cartonnier, boîte augmentin, boîte à ci, boîte à ci, etc. Il viendra, il sera dans un environnement où il ne voit pas ces produits-là, où il y a tout un environnement qui l'incite à consommer à travers la publicité, à travers la communication à l'intérieur de la pharmacie, à travers le conseil du pharmacien, à consommer des produits qui sont clairement identifiés pour prendre en charge ce type de pathologie qu'il a. Et enfin, l'intérêt pour le pharmacien, il est patent. Il est à la fois économique, mais il est aussi scientifique, parce que sa compétence, elle est réellement mise en valeur. C'est ce qui se fait, mais de manière, disons, mieux protocolée. Donc il faut créer un statut, pas OTC, ils appellent ça OTC, nous on n'appelle pas OTC, on appelle ça médicament non prescription obligatoire. Je saisis cette occasion justement pour dire que aussi, pourquoi il est nécessaire de faire ce statut OTC? Parce que la nature a horreur du vide. Le fait qu'on n'ait pas ces produits, et que ces produits, parce que l'OTC, qu'est-ce qu'il faut pour les produits de conseil? Il faut 3 choses. Il faut d'abord qu'ils soient listés. Ailleurs, on parle ça le délistage, c'est-à-dire c'est des produits qu'on sort de la nomenclature des médicaments à prescription, qu'on met dans les médicaments dits de conseil. Le deuxième
la deuxième nécessité, c'est le droit à la publicité. Le droit à la publicité. Pourquoi? Parce que comme c'est des produits qui ne sont pas remboursés, c'est des produits qui ne sont pas à prescription obligatoire, les laboratoires, bien sûr avec un visa, hein, c'est pas n'importe quoi, c'est cadré. Et ça permet quoi? En Algérie, ça n'existe pas. On le voit qu'à travers les chaînes étrangères. Et d'ailleurs, c'est une concurrence déloyale pour nos producteurs locaux. Parce que nos producteurs locaux, ils ne peuvent pas faire de publicité sur leurs produits déremboursés, alors que certaines multinationales bénéficient de publicité à travers toutes les chaînes étrangères. Donc déjà, il y a un problème de concurrence déloyale qu'on ne pourra pas échapper. L'Algérie, ce n'est pas une île. Elle vit dans un monde, elle doit avoir une réglementation et un marché qui répondent et qui s'adaptent à son environnement. Et aussi, lorsque vous n'avez pas de produits conseils encadrés, avec une valeur scientifique, avec une traçabilité qui est celle du médicament, on tombe sur des problématiques comme le RHB ou autre chose. Ça laisse la place à ce qu'on a vu, les herboristeries, qu'on a très longtemps combattu. On a obtenu la fermeture d'un certain nombre, mais on les voit ressurgir. Aujourd'hui, on a appelé au ministère de la Santé pour faire des propositions sur la phytothérapie, le complément alimentaire. On travaille ensemble avec le SNAPO et on fait ces recommandations. Mais ça reste encore un combat de longue haleine. Mais il ne suffit pas d'interdire. Si nos malades, nos concitoyens consomment ce type de produit, c'est parce que il y avait une publicité sauvage autorisée à travers les nouvelles chaînes privées ou la presse, etc., ou à travers Internet, sur ces produits-là qui ne sont pas des médicaments, qui sont souvent, qui contiennent même parfois des actifs contrefaits. Pour pouvoir combattre ce charlatanisme et ce trabendo, etc., il faut mettre justement en place ces produits conseils avec ce listage, ce droit à la publicité et des marges, bien sûr, plus conséquentes. Et dans la loi sanitaire, c'est ce qu'on a fait. On a demandé, je ne vais pas revenir, je vous l'ai fait l'année passée, vous avez assisté à plusieurs reprises, il y a eu tout un processus pour mettre en place l'avant-projet de loi sanitaire, et il y a quelques mois, on a tous été entendus, hein, l'UNOP, le SNAPO, l'Ordre, les associations, les sociétés savantes, justement par l'APN, hein, en décembre 2017. Alors, la loi devait être mise en place, elle a été discutée, le ministre de la Santé a fait un plaidoyer, parce que tout le monde me demande où en est cette loi-là. Elle est sur le bureau de l'Assemblée nationale, on est passé devant la commission santé et affaires sociales, des amendements ont été proposés, le ministre allait 2 fois pour faire un plaidoyer devant l'Assemblée, il a été interpellé sur un certain nombre de problématiques, mais elle n'est pas encore mise sur le programme. Il faut savoir que maintenant, depuis la nouvelle constitution, on est sur une session annuelle, donc à tout moment, elle peut être mise en place, et je pense que, à cause, je dis bien à cause, ou parce que justement il y a tous les mouvements que vous connaissez à travers la grève des résidents, qui est liée aussi à la loi sanitaire, jamais un État ne peut parler d'une loi ou débattre d'une loi dans un cadre serein lorsqu'une partie des personnes qui sont concernées par des dispositions de cette loi-là sont en grève. Ça créerait des pressions, un climat malsain. On ne peut pas la faire dans la sérénité. Alors que pour nous, pour le secteur pharmaceutique, cette loi représenterait réellement des avancées considérables. Mais, comme je le disais tout à l'heure, dans l'ancienne loi, nous avons déjà la possibilité de lister. C'est-à-dire que même si, pour des raisons d'agenda politique ou économique ou peu importe, des choses qui nous échappent, cette loi ne peut pas passer, on peut, sur la base de l'ancienne loi, déjà lister ces produits-là. Bon, on a fait ce travail-là et justement, il y avait un certain nombre d'articles, on a élargi la définition du médicament, on a ajouté les médicaments biothérapeutiques et biosimilaires. Monsieur Melik n'était pas là, mais ça avait été mis en place, il avait, à travers l'UNOP, justement. On avait mis, justement, les substances végétales ou préparations à base de plantes utilisées en phytothérapie. On les a introduits dans la loi. Et dans nos discussions au ministère de la Santé, on avait été étonnés de voir qu'à un moment donné, ils voulaient créer un cadre réglementaire pour autoriser, faire un arrêté, les conditions d'installation d'un herboriste. On a expliqué que ça n'existe pas. Que justement dans des systèmes similaires, justement, si vous voyez en Europe, dans la plupart des pays, par exemple en France, depuis 1948,
Les herboristes sont interdits. Je dis bien sont interdits. Il y a quelques herboristes qui existent, parce qu'ils étaient ouverts avant 1948, qu'ils sont toujours ouverts, il y en a 5 ou 6. Mais ils n'ont le droit de mettre aucune allégation thérapeutique. Si vous mettez sur une plante, et ils n'ont pas le droit de faire de mélange de plantes, et ils vendent des plantes à l'état brut. Mais si vous me donnez une forme galénique, vous faites un mélange de plantes, et vous mettez une allégation thérapeutique, ça devient de la phytothérapie. Et c'est du domaine de la pharmacie. Tous vous avez étudié la botanique, la pharmacognosie, ça fait partie de vos compétences. Sur le complément alimentaire, c'est un peu plus compliqué. Mais sur le complément alimentaire, on met parce que bon, il n'y a pas d'évidence à travers le monde, on met quand même en avant l'argument essentiel que le complément alimentaire, c'est quand il a une forme galénique et qui surtout il est fait de différents composés. Vous savez, dans le complément alimentaire, vous avez vu, vous pouvez avoir 10 vitamines et 15 minéraux. Vous imaginez les problématiques de stabilité. Les pharmaciens industriels qui sont là sauront que c'est beaucoup plus compliqué qu'un seul principe actif. On ne va pas donner cette industrie à des gens qui vont travailler dans des garages. Alhamdoulilah, on a maintenant 85 usines de production de médicaments. Certains travaillent très en dessous de leur capacité de production. On impose les normes GMP, les normes de bonnes pratiques de fabrication. C'est fait aux États-Unis, c'est fait en Asie, c'est fait au Moyen-Orient. C'est pas fait en Europe. En Europe, vous avez quand ils exportent dans ces pays-là, on leur impose les normes GMP, mais pour la production locale, comme vous savez, c'est assez compliqué, mais ils y viendront. Mais nous, on doit les exiger. Il n'y a pas de raison qu'on ne les exige pas. De plus, on a donné une argumentation au ministère de la Santé à ce niveau-là, parce qu'on nous a demandé une argumentation. On a expliqué aussi que la traçabilité de ces produits-là, en étant vendus dans le secteur pharma à travers les distributeurs et les officines, et les producteurs, on pouvait assurer une traçabilité à la fois sur la qualité et sur le retrait de ces produits-là. Rappelez-vous les laits infantiles. Les laits infantiles, ils ont été retirés dans toutes les pharmacies en Algérie. Allez les chercher dans les garages, là où il y a les poteaux qui essaiment tout notre pays, les champignons en béton qu'on a partout. Il suffit simplement de voir les statistiques du ministère du Commerce. Chaque année, je crois qu'il y a 15 000 ou 30 000 fermetures pour défaut de registre commerce. Et je ne sais combien de milliards de dinars pour défaut de registre de commerce, de facturation, etc. Comment voulez-vous mettre de la traçabilité sur un produit qui peut toucher à la santé? Donc il est fondamental, dans l'état actuel de la traçabilité de ces produits dans le réseau classique, que ces produits-là passent par le réseau pharma, qui assureront à la fois leur traçabilité, la traçabilité de la responsabilité pharmaceutique, c'est très important, et aussi leur éventuel retrait et toutes les problématiques liées à la qualité. D'ailleurs, le Centre national de pharmacovigilance a même proposé des fiches de nutrivigilance pour justement répondre à cet intérêt justement de manifestation d'effets indésirables qui peut arriver très souvent avec ce type de produit. Ça marche plus? J'arrive pas. Suivante, s'il vous plaît, parce que là j'ai un problème de ne plus y avoir de pile. Donc la publicité aussi, on l'a introduit dans la loi, j'en vous ai parlé, je vous dis il y a trois leviers, délistage, publicité, marge libre. On a parlé du délistage, on a demandé aussi que, justement, dans l'article 249, que la publicité des produits pharmaceutiques relevant pas de la prescription obligatoire, c'est un peu... Bon, ils ont mis pas prescription obligatoire, ils ont pu mettre prescription facultative, mais bon, parce que même quand c'est pas obligatoire, ils peuvent le prescrire quand même. Et autorisé en direction des professionnels de la santé, des usagers et des usagers. C'est ce mot usager qui n'existait pas dans l'ancienne loi, qui permettra demain au laboratoire, avec un visa préalable bien sûr, de pouvoir faire de la publicité sur un certain nombre pour le grand public pour ces produits-là. Suivante, s'il vous plaît. Bon, il y a eu un statut pour dispositif médical, je ne vais pas rentrer dedans, c'est assez compliqué, mais c'est important aussi. Sur l'officine, on a redemandé déjà, je veux dire que le pharmacien garde son monopole, c'était fondamental, pour que ce ne soit pas ouvert aux chaînes, et déjà qu'on a beaucoup de problématiques de location de diplômes qu'on
avec lequel on lutte. Je veux dire, il y a beaucoup de fermetures, il y a des gens qui ont été condamnés à des peines de prison sur ces problématiques-là, mais ça reste un souci majeur. Il est important dans notre pays que, bien sûr, que pour assurer le rôle justement de praticien, puisqu'on en parle, du pharmacien, que le pharmacien soit unique propriétaire, unique gestionnaire de la pharmacie de responsabilité. Et ça a été retenu. On a demandé aussi l'assistanat, c'était très important de donner un statut aux assistants. Le pharmacien d'officine ne peut dispenser des produits pharmaceutiques que sur prescription médicale. Et ça, c'est important. Il peut dispenser sans prescription médicale certains produits dont la liste est fixée par le ministère de la Santé, le délistage, donc publicité et délistage. Et il assure, entendez bien, des services liés à la santé et participe à l'information, au conseil, au suivi et à l'éducation thérapeutique pour l'ensemble des usagers. Alors, elle a l'air de rien, cette phrase-là, mais elle est très importante parce que c'est une ouverture, un élargissement des missions du pharmacien qui est considérable. Parce que services liés à la santé, déjà, il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas faire en pharmacie que font les pharmaciens à travers le monde. Par exemple, vous ne pouvez pas faire de location de matériel. De respirateurs, de chaises, dans tous les pays du monde, les gens vont en pharmacie pour louer du matériel médical. Vous ne pouvez pas le faire parce que ce n'est pas dans votre registre commerce, c'est impossible. Vous n'avez pas les services liés à la santé, vous avez dans l'ancienne loi juste la vente de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques et de dispositifs médicaux. Mais vous n'avez pas la possibilité de faire ces services. Donc c'est très important de faire ces services. Dans les services liés à la santé, il peut y avoir aussi un certain nombre de missions qui peuvent être accordées lorsque le pharmacien a certaines compétences. Il y a certaines analyses médicales, il y a l'audiologie. Dans beaucoup de pays, vous allez en pharmacie pour l'audiologie. Il faut avoir bien sûr une formation en audioprothèse ou engager un audioprothésiste. Mais il y a un élargissement, c'est-à-dire la pharmacie, il y a l'orthopédie, il y a énormément de choses. Il y a toutes les problématiques qui sont autour de la santé. Et chez nous, en Algérie, même pour nos familles, lorsqu'on a besoin d'un produit spécifique à la santé, très souvent, on dit, allez, en face du marché du 1er mai, il y a un importateur. Alors, dans tous les pays du monde, vous allez dans les pharmacies, même s'ils ne les ont pas disponibles, ils se les font livrer rapidement. Parce que les sociétés utilisent le réseau de pharmaciens pour pouvoir distribuer ces produits. Et c'est une meilleure accessibilité pour les concitoyens et une meilleure traçabilité. Et enfin, l'éducation thérapeutique. Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Avec la transition épidémiologique, aujourd'hui, nos malades chroniques, très souvent, ne sont pas suffisamment pris en charge. On a l'exemple de la diabéto, 80% des malades médiqués, c'est-à-dire qui ont un traitement, ne sont pas équilibrés. Alors, le pharmacien, il ne va pas remplacer les médecins, encore une fois, bien au contraire. Il va accompagner la prescription du médecin. Il pourra même se mettre peut-être plus facilement en contact avec le médecin pour prendre en charge le malade. Alors, ils le font actuellement. Hein. Beaucoup d'entre vous font de l'éducation thérapeutique. C'est-à-dire l'éducation thérapeutique, c'est expliquer au malade comment prendre son traitement, c'est l'observance, c'est les conseils diététiques, etc. Mais lorsqu'on parle d'éducation thérapeutique rémunérée, je dis bien rémunérée, c'est ce qui se passe maintenant à travers le monde, c'est une éducation thérapeutique qui est protocolée. C'est-à-dire quand vous recevez votre malade diabétique, ce qu'on en parlait tout à l'heure, vous faites un échographie, vous avez un protocole à suivre avec des étapes, avec des questions bien précises, avec des gestes à faire. Ça ne se fait pas au hasard comme ça, derrière un comptoir. Très souvent avec un espace dédié. Et dans beaucoup de pays, aujourd'hui, le pharmacien est rémunéré en grande partie et de plus en plus sur l'éducation thérapeutique, pas sur le produit. Parce qu'on a vu, à travers le monde, que les prix des médicaments sont en train de baisser. Et la tendance est lourde. Elle est très lourde. Alors certains pharmaciens, alors il y a le développement, ce qu'on a dit, des services liés à la santé, la diversification, le conseil, mais ça ne répondra pas à tout. Lorsque vous avez des médicaments dans beaucoup de pays qui ont été divisés par 2 et par 3, il y a des problématiques réelles. On parlait des pays développés, en bon exemple la France est le mauvais exemple dans ce cas-là. Une pharmacie ferme tous les 2 jours en France actuellement. Une pharmacie d'officine ferme tous les 2 jours. Ils ont rogné les marges, ils ont tout... Avec la baisse des produits, vu les charges qu'ils ont là-bas, ça devient non rentable, ils ferment. Ils préfèrent travailler ailleurs. Ils ferment leurs officines, ils font faillite. Et là, ça me permet d'introduire aussi... je ne sais pas si tu vas en parler demain. Le décret, la convention, tu vas en parler demain?
Voilà. Donc, je ne voulais pas entamer quelque chose. Ben justement, nous avons justement retravaillé la convention type avec le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et les caisses. Quand je dis nous, c'est le SNAPO et l'Ordre qui avons été invités, justement dans le cadre de la mobilisation qu'avait fait le syndicat, lorsque la majoration, ils avaient été menacés, les pharmaciens étaient menacés de l'abrogation de la majoration. En 2-3 phases, je remets le cadre. Je vous ai dit, il y a une majoration de 20% sur les produits au tarif de référence de production locale, qui était estimé, évalué par la Sécurité sociale à 10 milliards de dinars. Et ils avaient décidé que comme la production locale était désormais interdite à l'importation, il n'y avait pas de raison de rémunérer le pharmacien sur une substitution dont il était obligé de faire parce que de toute façon, il n'y avait pas de... C'est ça la logique. Mais simplement, ils avaient oublié quelque part tout l'historique de cette décision. L'historique de cette décision qui avait été négociée à l'époque par le SNAPO, à l'époque de Taïb le Hakim du Travail, c'était justement de compenser la baisse des prix avec l'instauration du tarif de référence sur lequel le SNAPO, l'UNAP et tout ça avaient joué le jeu à l'époque. C'était une manière de compenser un petit peu cette perte de chiffre d'affaires. Parce que quand vous mettez un tarif de référence, vous avez bien vu, dans notre pays, on est le seul pays où lorsque le générique, on met un tarif de référence, tout le monde baisse son prix au niveau du tarif de référence. Mais pourquoi ils l'ont fait? Pourquoi les multinationales ont baissé? Parce que d'abord, c'est vrai que le pouvoir d'achat fait en Algérie, qu'ils ont peur que les malades prennent quand même l'autre produit, mais c'est aussi parce que les pharmaciens étaient incités à vendre le produit fabriqué localement. Ils avaient cette majoration. Demain, je ne suis pas sûr, s'ils enlevaient la majoration, que le pharmacien serait incité à vendre le produit fabriqué localement par rapport à d'autres produits. Donc il y a toute cette problématique qui se posait, cette rémunération qui quelque part compensait cette baisse globale du chiffre d'affaires qui se mettait en place avec le tarif de référence et aussi qui rémunérait le pharmacien sur toute la lourdeur du travail qui était pris en charge pour les pharmaciens. Alors on a fait justement des propositions. C'est vrai que le système Chifa a apporté beaucoup à la population. C'est vrai que les pharmaciens ont été aussi les seuls à jouer le jeu. Nos confrères médecins ne jouent pas le jeu. Les pharmaciens ont joué et le jeu est complètement. Et on a demandé de l'actualisation réglementaire d'abord d'un certain nombre de choses dans la convention. Parce qu'il y avait des choses, cette convention avait été faite en dépit d'un certain nombre de lois et règlements qui existaient, qui encadraient notre exercice et qui étaient importants. D'abord, que la convention soit signée par le pharmacien, pas par le représentant de la pharmacie. Ça voulait rien dire. La pharmacie, c'est un exercice personnel. D'un côté, ils exigeaient dans certains centres payeurs la présence du pharmacien, l'ordinateur, etc. compagnie, pour des problèmes administratifs. Et d'un autre côté, elle était signée par le représentant de la pharmacie. Bon, ça voulait strictement rien dire, c'était complètement illégal. Donc on a réintroduit ça avec le fait que dans le token, comme c'était prévu dans leur propre décret, ce soit le numéro d'inscription à l'ordre, pour assurer la traçabilité de la responsabilité. Et aussi pour défendre les pharmaciens d'une certaine façon. Parce que la sécurité sociale, c'était arroger un droit qu'elle n'avait pas. La sécurité sociale, dans une convention, ne peut pas être juge et partie. Elle ne peut pas sanctionner. Quand vous êtes dans la convention, s'il y a une faute professionnelle, elle s'adresse à l'ordre. Si c'est une faute, une infraction, elle s'adresse à la justice. Mais en aucun cas, elle n'a les prérogatives pour juger de la faute professionnelle du pharmacien, même si elle est patente. Elle peut l'avoir, elle peut prendre une mesure conservatoire, peut-être, sur la convention, mais le dossier, elle l'envoie ou à l'instance qui est chargée de la faute professionnelle, ou à l'instance qui est chargée de sanctionner l'infraction. Or, nous, on se retrouvait dans une situation ubuesque où il y avait des pharmaciens, alors, des fois à juste titre, des pharmaciens qui ont fait des grosses bêtises, hein, qui auraient dû peut-être être mis en prison, à qui on enlevait juste la convention, et après, au bout de quelques années, il la reprenait. D'autres, parce qu'ils sont engueulés avec un agent de la CNAS, on leur enlève la convention. L'abus de pouvoir type qui peut se passer dans n'importe quelle zone. On m'avait dit 1 heure, non? Il reste 5 minutes. Combien pour le débat? Ah, d'accord.
Donc c'était fondamental de mettre ça en place. Ça, c'était la première chose. Là, après, bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Ce qui était important, ce qui est fondamental, qu'il faut retenir, c'est que ce qu'on a, à travers peut-être une dizaine de réunions, n'est-ce pas, monsieur? Je crois une dizaine de réunions on a dû avoir avec eux. Allô? Ouais. Je vous assure qu'on n'est pas à l'Assemblée nationale. Hein. Ah, c'était mon micro qui fonctionnait finalement. Vous avez épuisé toutes les batteries, l'autre fait Ben Ahmed, visiblement. Bah, les deux ne fonctionnent pas. Non, c'est bon. Ouais. Oui, ce qu'il faut retenir ces discussions avec la sécurité sociale, c'est que nous, on leur a dit la chose suivante. D'abord, on a expliqué au ministre du Travail que notre objectif, c'est de faire plus, pas de faire moins. Et que d'enlever la majoration, quel intérêt ça avait, même comptablement, vu l'énorme problématique de financement qu'ils avaient. Et à la limite, affaiblir de 10 milliards de dinars les pharmaciens d'officine, ils allaient moins payer de cotisations CASNOS, ils allaient peut-être sûrement, comment dire, licencier des employés, et donc ils auraient moins de cotisations CNAS, et ils auraient affaibli de 10 milliards de dinars l'ensemble de la chaîne du médicament. Donc, quelque part, c'est contre-productif. C'est tout le raisonnement qui a été tenu tout à l'heure par le Dr Kerrar sur l'importation et la production locale. Si vous voulez avoir des emplois, des services, un réseau, de la production, de la valeur ajoutée, c'est ça qui crée des cotisations, c'est ça qui crée de la croissance, c'est ça qui crée des impôts, qui permet de faire un pays. Si vous allez simplement sur la gestion comptable, effectivement, après, vous arrivez à des raisonnements qui sont complètement paradoxaux et contre-performants. Nous, ce qu'on a dit au ministre du Travail, on lui a dit la chose suivante. On a dit le pharmacien, il peut apporter quelque chose dans l'éducation thérapeutique. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il ne remplace pas le fonctionnaire de la sécurité sociale en remplissant sans arrêt. Il faut faciliter au maximum les tâches administratives, les informatiser au maximum, en ayant les moyens et les possibilités techniques de le faire aussi, mais aussi, surtout, de lui permettre de faire son véritable rôle, de son acte pharmaceutique. Et aujourd'hui, c'est l'éducation thérapeutique. Et si la sécurité sociale dans certains pays ou les assurances privées, qui je peux vous assurer à travers le monde, calculent au centime près, rémunèrent les pharmaciens sur l'éducation thérapeutique, c'est parce qu'elle avait un intérêt réel dans les économies d'échelle qu'elle suscitait à travers la prise en charge de ces malades-là. Les expériences ont été démontrées, ce n'est pas simplement des recommandations de l'OMS pour une prise en charge de la santé de manière globale, c'est l'intérêt économique, il est clair et patent. Donc on a fait des propositions de marge en disant que s'ils enlevaient la majoration, il fallait qu'ils compensent par la marge. Parce que ce qui est perdu d'un côté, il faut qu'il soit récupéré de l'autre. Alors on nous expliquait que oui, mais on ne nous a jamais fait visualiser quelque part qu'était leur projet sur leur marge. Et quelque part, ceux qui... Ben oui, parce qu'il faut évaluer. Si vous enlevez 10 milliards d'ici, il faut les retrouver ailleurs. Alors, ou sur les marges d'éducation thérapeutique, ou sur l'éducation thérapeutique. Et là, on a fait des tas de propositions techniques, je ne reviendrai pas là-dessus, parce que c'est assez long, et où le syndicat aussi a beaucoup insisté sur des mesures aussi, sur la réfaction fiscale, sur la TAP, sur l'IRG, sur les honoraires, etc., sur la rémunération par ordonnance. Techniquement, ils maîtrisaient complètement ce type d'aspect-là, et ils ont donné des propositions détaillées. Et chose nouvelle qu'on a fait cette fois-ci, on les a pas acculés, mais on a travaillé très sérieusement ensemble, dans le sens que lorsqu'on proposait quelque chose, et où il fallait faire une évaluation financière derrière, pour voir réellement à quoi ça correspondait, qu'ils ne pouvaient pas affaiblir la pharmacie. Je rappelle que cette majoration de 20%, c'est 30% du bénéfice net du pharmacien. Alors voilà, c'est des exemples d'honoraires qui pourraient être payés. Honoraires d'entretien, d'accompagnement, de bon usage des médicaments, corticoïdes inhalés pour l'asthme. Honoraires d'entretien, d'accompagnement, de bon usage des dispositifs d'injection d'insuline. Ça existe à travers le monde. Honoraires d'entretien de l'observance thérapeutique dans le cadre des maladies chroniques, diabète, hypertension, asthme. Honoraires d'entretien, d'accompagnement du bon usage des anticoagulants. Les anticoagulants, on estime en France, parce qu'ils ont des statistiques à ce niveau-là en épidémiologie, 2500 morts par an. Vous avez entendu, 2500 morts par an. Et nous, on les donne comme ça. Le syndrome Freud, 10 boîtes, 15 boîtes, 50 boîtes, etc. et compagnie. C'est des produits très dangereux
Il y a des gens qui meurent tous les jours à cause de ce type de produit-là. Ils doivent avoir un encadrement très spécifique. Honoraires d'entretien, d'accompagnement dans le cadre de la polémication de la personne âgée. C'est très important. Enfin, l'exercice illégal. En conclusion, la pharmacie à la croisée des chemins, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Pression pour de nouvelles créations des pharmacies d'officine. Effectivement, on lutte toujours là-dessus, parce qu'il y a toujours cette tentation de la dérégulation. Les départements universitaires, on a eu la grève des jeunes pharmaciens l'année passée, qui deviennent pléthoriques, qui voient très bien qu'ils n'ont plus de perspectives d'avenir, avec justement l'ouverture inconsidérée et la multiplication des départements de pharmacie qui ne correspond pas du tout aux besoins de la santé publique et de la population, et aussi avec des cursus universitaires qui ne sont pas adaptés. On a parlé de la pharmacie industrielle, mais on a parlé aussi de la pharmacie clinique et de beaucoup d'autres, ou de la pharmacie hospitalière qui peut être développée. Remise en cause de la majoration de la convention de tiers payant, baisse des prix, hausse des charges. L'exercice de la pharmacie d'officine semble dans l'œil du cyclone. Beaucoup désespèrent. D'autres sont tentés par des dérives commerciales, illégales ou antidéontologiques. Parce que la nature ayant horreur du vide, très souvent, c'est la pénurie qui crée la spéculation. C'est jamais la spéculation qui crée la pénurie. Et c'est la même chose pour toutes les dérives. C'est quand il y a appauvrissement qu'on se retrouve dans les problèmes de trafic de psychotropes, de vente sans ordonnance, etc. Il est vrai que l'environnement d'exercice de la pharmacie d'officine se dégrade. Cela se vérifie même dans les pays voisins, effectivement. En Algérie, cette dégradation, effectivement, elle a été longtemps amortie par la croissance importante du marché et la mise en place de la carte Chifa. Mais aujourd'hui, le contexte de crise économique du pays, couplé à la baisse des prix du médicament, peut remettre en cause la viabilité de beaucoup de pharmacies d'officine dans notre pays. Pourtant, le rôle du pharmacien d'officine n'a jamais été aussi essentiel et incontournable dans la prise en charge sociale et sanitaire de nos concitoyens. Il manque quelque chose, mais c'est pas grave. Je voulais simplement dire justement que, à travers justement les recommandations de l'OMS, aujourd'hui, on doit s'inscrire dans cette éducation thérapeutique, dans ce conseil, dans ces services liés à la santé, qui vont permettre aux pharmaciens d'asseoir non seulement son autorité en tant que praticien de santé, son utilité par rapport à la santé, par rapport aux politiques, par rapport aux populations. Et plus que jamais, je suis très heureux de continuer à collaborer, que l'ensemble de la profession collabore ensemble, avec l'UNOP, le SNAPO et l'ensemble des intervenants et laboratoires. Je pense qu'aujourd'hui, on est à la croisée des chemins parce que les enjeux sont importants. Mais la prise de conscience devient réelle de l'ensemble des acteurs aujourd'hui. On a dépassé beaucoup de clivages et aujourd'hui, on doit tous travailler main dans la main pour faire aboutir tous ces projets. Et je vous remercie. Merci, Lotfi Ben Ahmed.